Donc je vais essayer pendant 3/4 d'heure, 1 heure de vous présenter l'état des recherches en fusion thermonucléaire. Petit lien avec le débat présidentiel actuel, c'est qu'évidemment une recherche sociétale, c'est une recherche qui s'intéresse à faire progresser les sources d'énergie nucléaire en allant vers des solutions qui, en particulier, ne génèrent pas de déchets, ne génèrent pas de toute la problématique du post-traitement des déchets des filières nucléaires. Donc, je vais commencer par un petit film, je vais commencer par me taire et vous présenter 4-5 minutes d'un film que nous avons fabriqué au CEA et qui va, j'ai juste pris les extraits que je voulais, qui va vous expliquer un petit peu simplement les principes fondamentaux du processus de fusion thermonucléaire, qu'est-ce qu'on cherche à faire et qu'est-ce qu'on cherche à reproduire sur Terre, et puis ensuite donc, je vous expliquerai où on en est et qu'est-ce qu'on fait. En comprenant la source d'énergie du Soleil, l'homme a constaté l'incroyable pouvoir de la fusion pour gouverner les astres qui illuminent le ciel. Aujourd'hui, il imagine et il construit son avenir en explorant les possibilités que cette réaction pourrait lui offrir sur Terre. Mais commençons par le commencement. Dans l'univers, la matière existe dans bien des états qui changent avec la température. Si on lui apporte assez d'énergie, un corps solide peut ainsi devenir liquide, puis gaz, ou même plasma. On parle de plasma lorsque les électrons sont libérés de l'attraction des noyaux atomiques. Les noyaux sont constitués de protons et de neutrons, soudés par une énergie colossale, l'énergie nucléaire. Il existe plusieurs façons de libérer cette énergie, comme la fission, utilisée dans les réacteurs nucléaires et dans laquelle un noyau lourd se scinde en deux, et la fusion, qui assemble deux noyaux légers. Pour fusionner, il faut que les noyaux se rencontrent. Les neutrons n'ont aucune charge électrique tandis que les protons ont une charge positive. De ce fait, l'ensemble du noyau est chargé positivement. L'interaction nucléaire, n'agissant qu'aux très courtes distances, il est difficile de faire se rapprocher deux noyaux comme il est difficile de réunir les pôles positifs de deux aimants. Pour fusionner, il faudra donc que nos noyaux aient suffisamment d'énergie cinétique pour vaincre cette répulsion. L'énergie cinétique d'une particule dans un plasma est liée à sa température. Plus le plasma est chaud, plus les particules s'agitent et seront susceptibles de s'unir. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que ce plasma soit dense pour augmenter les probabilités de rencontre. Dernière condition, avoir la bonne recette. Seules certaines combinaisons de noyaux légers conduisent à une libération d'énergie nucléaire, comme c'est le cas lors de la formation d'hélium par la fusion de noyaux d'hydrogène. Lorsque des noyaux sont confinés, cette énergie augmente la température du plasma et favorise la fusion d'autres noyaux. Pour s'auto-entretenir, ces réactions doivent dégager plus d'énergie qu'elles n'en ont consommé. Les conditions de fusion sont naturellement remplies dans les étoiles. Sur la Terre, l'homme explore toutes les pistes qui le conduiront à maîtriser cette source d'énergie à son profit. La première manière est de maintenir à très haute température un plasma à l'intérieur d'un volume donné en utilisant des champs magnétiques. On parle alors de confinement magnétique. La seconde manière est de porter à très haute pression un petit volume de matière pendant un temps extrêmement court. On parle alors de confinement inertiel. Voilà, donc il y a encore un tout petit extrait. Là, je fais juste une interruption pour dire qu'il y a deux grandes façons de faire fusionner des noyaux d'hydrogène. Une façon qui est à l'origine de, malheureusement, je dirais, de la bombage, c'est-à-dire une solution où vous faites un gaz de deutérium tritium et vous allez le comprimer extrêmement fortement.
le gaz va s'effondrer sur lui-même et commencer à engager des réactions de fusion thermonucléaire et évidemment exploser. Aujourd'hui, on fait beaucoup de recherches sur la fusion inertielle autour de la simulation de l'arme nucléaire, et il y a effectivement une branche de chercheurs qui s'intéresse à essayer de voir si on peut maîtriser ça et développer ça comme une énergie. Ce n'est pas là ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la fusion par confinement magnétique. Donc c'est d'essayer de maintenir ces milieux extrêmement chauds, de les confiner, de les emprisonner dans des champs magnétiques et de monter leur température de façon à ce que les réactions de fusion démarrent. Pour que des réactions thermonucléaires puissent se produire dans un plasma, il faut contenir les atomes dans un volume limité et les maintenir à une température élevée en les empêchant de céder leur chaleur à une paroi matérielle. C'est le rôle du confinement. Les particules chargées du plasma sont sensibles au champ magnétique. Si le plasma baigne dans un champ magnétique rectiligne, ces particules tourneront autour des lignes de champ et ne peuvent plus atteindre les parois. On a créé une sorte de boîte magnétique. Afin d'éviter que le plasma s'échappe aux extrémités, on referme la boîte magnétique sur elle-même pour former un tore. Le champ magnétique ainsi créé par une série d'aimants entourant le plasma s'appelle le champ magnétique toroïdal. Un courant électrique intense parcourt alors le plasma dans la direction toroïdale, générant un champ qui participe aussi au confinement. D'autres bobines sont ajoutées afin de contrôler la forme du plasma. Les lignes de champ ont finalement une forme d'hélice. On dit qu'elles sont hélicoïdales. On utilise des électroaimants pour créer ces champs magnétiques intenses, pour permettre le fonctionnement en continu et limiter la taille et le coût de l'installation. On les réalise avec des bobines de câbles en matériaux supraconducteurs refroidis à une température proche du zéro absolu. Pour remplir les conditions nécessaires à la fusion, il faut optimiser plusieurs facteurs. La densité et la température du plasma sont les plus importants. Par rapport à la matière ordinaire, le confinement magnétique d'un plasma n'autorise que des densités faibles. Quelques grammes de matière sont dispersés dans l'ensemble du volume. Il faut donc donner beaucoup d'énergie cinétique au noyau afin qu'il puisse se rencontrer et déclencher une réaction de fusion. Pour les atomes de deutérium et de tritium, cette énergie cinétique correspond à des températures de plasma de l'ordre de 150 millions de degrés. Si le tore est trop petit, le plasma ne peut pas accumuler suffisamment d'énergie. Il se refroidit alors trop vite. Il y a donc un volume minimal. Les réacteurs à fusion du futur seront des machines contenant de l'ordre de 1000 mètres cubes de plasma. Une fois le plasma confiné, il faut favoriser les réactions de fusion. En plus de participer au confinement, le courant électrique généré dans le plasma entraîne de l'agitation. Il chauffe le plasma, mais ne suffit pas à atteindre la température souhaitée pour déclencher les réactions de fusion. Il faut donc ajouter d'autres moyens de chauffage. Une partie de l'énergie manquante est apportée par des atomes de deutérium qui sont accélérés en dehors du réacteur, puis injectés dans le plasma où ils cèdent toute leur énergie. Le reste de l'énergie nécessaire est fourni par des rayonnements micro-ondes qui accélèrent le mouvement des ions et des électrons du plasma, augmentant ainsi leur température. Lorsqu'il y a suffisamment de réactions de fusion, elles transmettent assez d'énergie au plasma pour s'auto-entretenir. On peut alors réduire les chauffages additionnels. Ils ne servent plus qu'à piloter la réaction. On sait déjà porter un anneau de plasma à près de 150 millions de degrés de façon stable et durable. Pour réaliser un réacteur, il faudra encore concevoir une structure mécanique et des matériaux qui résistent au flux intense de neutrons et qui garantissent le fonctionnement du réacteur en continu. Cette structure devra aussi permettre la production de tritium au sein même du réacteur à partir d'une couverture de lithium. Tout cela pour qu'avant la fin du siècle, des réacteurs à fusion par confinement magnétique produisent de l'électricité pour l'humanité. Voilà, donc la partie des films est terminée. Vous avez tous les acteurs du drame. Hein, vous avez le besoin de fabriquer un volume d'à peu près 1000 mètres cubes.
de porter le gaz qui est à l'intérieur à l'état de plasma à peu près 150 millions de degrés, et de tenir ces conditions pendant suffisamment longtemps. On a l'intention de faire un réacteur qui va être électrogène, donc c'est pas pour faire ça pendant une seconde et puis ça s'arrête, c'est pour faire ça pendant des heures, des jours, des années. Donc, je vais essayer de vous expliquer où on en est de cette aventure-là. La première chose que je veux dire, donc vous avez devant vous ce qu'on appelle un tokamak, qui est la voie, le confinement magnétique le plus, on va dire, le plus avancé et le plus populaire actuellement. Il y a quelques alternatives, mais qui sont moins performantes. La première chose sur laquelle je vais insister, c'est le fait que 1000 mètres cubes, vous allez voir, c'est fini par faire un bâtiment de 50-60 mètres de haut. C'est tout petit. C'est tout petit pour essayer de reproduire sur Terre des conditions qui, dans la nature, ne se produisent que dans les étoiles. La planète Jupiter n'a jamais démarré. C'est une expérience de fusion ratée. Elle est trop petite. D'accord ? Quand on parle du confinement inertiel, il faut aller au moins à la taille du Soleil, qui est pratiquement la plus petite chose qui sait faire de la fusion naturellement. L'ambition de l'être humain, c'est de faire ça dans 1000 mètres cubes sur Terre. Donc, vous voyez un petit peu le défi. Alors, je vais vous parler de chiffres assez gigantesques, de prix assez gigantesques, mais il faut quand même que vous gardiez en mémoire le fait qu'on essaie de compétitionner ce qui se passe dans le Soleil, en gros. Donc, il s'agit de fabriquer une chambre. Vous allez voir qu'il y a cette chambre, donc, est une chambre magnétique. Elle est pilotée par des aimants qui vont fabriquer un champ magnétique qui va piéger ce plasma, des systèmes de chauffage qui vont permettre de le monter en température, et toute une structure autour qui va permettre de maintenir ces conditions, de les encaisser. Vous allez voir qu'on va parler de 500 MW, 1 gigawatt de puissance qui va finalement se terminer sur la structure avec 150 millions de degrés au centre. Il faut évidemment que la boîte métallique autour, elle ne se vaporise pas, donc il faut assurer des conditions d'isolement entre ce milieu-là et le milieu matériel qui font qu'à la fin, on a une structure qui fonctionne. Si on parle du principe du réacteur, partant d'un tokamak comme ça, évidemment, ça génère beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va refroidir cette chaleur par de l'eau, on va fabriquer un générateur de vapeur et puis faire une turbine, faire tourner une turbine et faire de l'électricité. Ce transparent vous explique une chose qui est un petit peu particulière. On vous a dit depuis le début que en fait, la réaction de fusion, c'est deutérium plus tritium donne un neutron plus de l'hélium. Deutérium, c'est très facile à trouver dans l'eau de mer, c'est quelque chose qui est relativement abondant. Le tritium est le seul élément radioactif de l'hydrogène, le seul isotope radioactif de l'hydrogène, avec une période de radioactivité qui est très faible, qui est d'une douzaine d'années. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas naturellement sur Terre. C'est quelque chose qu'il faut créer. Et on va le créer en fait in situ. Alors cet élément-là n'est pas radioactif, celui-là l'est, mais on va le créer in situ en utilisant les neutrons qui vont commencer à sortir de la réaction pour venir taper sur un manteau tout autour qui sera riche en lithium. Et la réaction, cette fois-ci, de fission du petit atome de lithium et du neutron fabrique le tritium, de l'hélium. Et ce tritium, c'est lui qui va être recyclé et mis à l'intérieur de la décharge pour pouvoir faire la réaction. Donc un avantage supplémentaire, c'est qu'en fait, la réaction qu'on va regarder, c'est simplement deutérium plus lithium qui donne 2 héliums. Et tout ce qui est radioactif est fabriqué et consommé à l'intérieur. Voilà. Donc il n'y a pas de déchets radioactifs liés à la réaction elle-même. Il n'y a pas de déchets de fusion. Après, vous pouvez imaginer, parce que tous ces systèmes-là fonctionnent soit en continu, soit en alternatif, etc. Tout un système habituellement. C'est une centrale thermique, quelque part, donc on vise, donc après, avec tous les artefacts qu'on peut utiliser derrière une centrale thermique. Alors, presque le seul transparent sociétal, mais le plus important, celui qui motive ces recherches depuis bientôt 60 ans, c'est celui-là. C'est une énergie qui est donc potentiellement abondante, propre et sûre. Alors abondante, je vous ai dit qu'en fait, on utilise des combustibles, deutérium et lithium, qui sont très abondants sur Terre, même s'ils ne sont pas forcément faciles à trouver. Ils sont dans l'eau de mer, ils sont dans la croûte terrestre. Donc c'est des choses qu'on doit extraire, mais qui sont très abondants. Et un petit avantage non négligeable, ils sont répartis uniformément sur la planète. Il n'y a pas des puits de deutérium ou des puits de lithium quelque part en Arabie ou quelque part en Asie. C'est-à-dire que ça n'est pas un facteur de tension géopolitique de développer la fusion. Très important. Ensuite, c'est très très puissant quelque part. Avec 1 gramme de deutérium et de tritium, je vais falloir faire l'équivalent, la même énergie qu'avec 8 tonnes de pétrole. Donc vous pouvez imaginer comment on va, le facteur multiplicatif. C'est une énergie qui est encore plus puissante par volume, par poids, que l'énergie nucléaire de fission elle-même. Deuxièmement, c'est propre. Pourquoi c'est propre ? Alors la fusion, je vous ai montré, elle ne génère pas de gaz à effet de serre, évidemment, on ne brûle rien.
Mais elle ne produit pas de déchets radioactifs à vie longue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez vu que dans la réaction elle-même, on fabrique de l'hélium. Donc ça, ce n'est pas un produit radioactif. Donc la réaction elle-même ne génère pas de nouveaux produits radioactifs. Par contre, évidemment, il y a des neutrons qui sortent. Il y a des neutrons qui viennent irradier toute la structure. Donc il faut être suffisamment intelligent pour fabriquer une structure, un tokamak, qui est avec des matériaux qui sont, on va dire, insensibles aux neutrons, c'est-à-dire qui, étant bombardés par des neutrons, ne vont pas eux-mêmes créer des déchets radioactifs. Donc ça fait partie du développement de la filière. Et on sait aujourd'hui utiliser des matériaux qui vont encaisser les neutrons sans fabriquer des produits, des effets, enfin des éléments radioactifs à plusieurs milliards d'années, etc. Cela dit, il ne faut pas se mentir, la structure elle-même sera une structure irradiée, donc qu'on va traiter comme un déchet nucléaire, alors de faible vie, mais comme un déchet nucléaire qu'il faut traiter proprement. C'est une installation nucléaire, évidemment. Dernier élément, et le transparent suivant va le détailler, c'est une solution qui a priori est intrinsèquement stable. C'est-à-dire que la physique elle-même qui est à l'intérieur de ce système-là et la façon dont on la met en œuvre ne peut pas amener à des réactions incontrôlables. C'est-à-dire cette chose ne peut pas diverger, on ne peut pas sortir du contrôle humain en générant de plus en plus d'énergie. Alors j'ai essayé de vous expliquer ça. L'inventaire qu'on met dans cette machine, donc dans ce 1000 m3, il y a à peu près 1 gramme de deutérium-tritium. Dans ce gramme de deutérium-tritium, quand j'arrive à le porter à la bonne température, aux 150-200 millions de degrés, si je ne fais plus rien, s'il y a un problème, si le chauffage s'arrête, si le refroidissement s'arrête, si n'importe quoi s'arrête, cette énergie va être consommée en moins de 4 secondes, c'est la valeur actuelle pour ITER. C'est-à-dire que la flamme va s'éteindre, comme si vous coupez le gaz que vous avez sur votre gazinière. Donc la seule chose qui peut arriver à une réaction comme ça, c'est de s'éteindre. Et il n'y a donc stocké dans ce 1000 m3 que 4 secondes d'énergie. Je fais la comparaison avec ce qu'il y a comme stock d'énergie dans un réacteur à fission. Il y a plusieurs dizaines de tonnes d'uranium enrichi, etc., qui, si je ne fais rien, sont capables, eux, de rentrer en réaction en chaîne, si je ne sais plus le contrôler, de rentrer en réaction en chaîne et de faire des années d'énergie qui peuvent se libérer comme ça. Donc, un des très gros avantages de ce système-là, c'est qu'effectivement, en fait, il est intrinsèquement stable, et intrinsèquement, plutôt pas stable, il est intrinsèquement sûr. La seule chose qui est une grosse partie de la vie des chercheurs en fusion, c'est plutôt d'essayer que cette réaction ne s'éteigne pas. En fait, la plus grande difficulté, c'est de la maintenir en vie et pas de la contrôler. La contrôler dans le sens, il ne faut pas qu'elle s'éteigne, pas de la contrôler dans le sens, il ne faut pas qu'elle diverge. Voilà, donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant pour nous, parce que c'est une solution d'énergie nucléaire extrêmement puissante, avec finalement des concentrations d'énergie importantes, qui ne présente aucun risque d'emballement, aucun risque de fusion de cœur. Le refroidissement n'est même pas un organe de sûreté dans une installation comme ça, parce que si au pire, même si on perdait le refroidissement, ben ça s'éteint, voilà, terminé. Donc, par contre, évidemment, une fois de plus, il y a du tritium, il y a des neutrons, etc. Donc c'est une installation nucléaire de base qu'on va traiter, qu'on va construire, qu'on va renforcer, qu'on va sécuriser avec des murs autour, etc., comme n'importe quelle installation nucléaire. Alors, le projet ITER, qu'est-ce que c'est? Où on en est aujourd'hui? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Voici, sur cette figure, à peu près résumée, une cinquantaine d'années de recherche, sous la forme de la température centrale. Alors, c'est en kilo-électron-volt. Alors, 1 kilo-électron-volt, c'est à peu près 10 000 degrés. Donc, un électron-volt, pardon, c'est à peu près 10 000 degrés. Donc, ici, vous avez 10 millions de degrés, 100 millions de degrés. Et puis ici, un facteur de mérite qu'on appelle le triple produit, qui est le produit de la densité du plasma par la température, par justement le temps que je suis arrivé à la confiner, cette énergie. Et la physique vous dit que si vous arrivez à avoir un produit triple qui dépasse à peu près cette valeur, peu importe qu'est-ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il va se retrouver à peu près 10-20 à peu près ici, eh bien, vous entrez dans un système où votre réaction de fusion, il y aura plus de réactions de fusion, il y aura plus de puissance générée de fusion qu'il y a eu de puissance consommée pour chauffer le plasma. Voilà, c'est ce qu'on appelle le facteur d'amplification. Et ce facteur d'amplification, qui est le seuil au-delà duquel on commence à générer de l'énergie, c'est ce grand Q ici. On l'a atteint dans les années fin des années 90, début des années 2000, dans des machines qui existent encore, qui sont, enfin, celle-là en tout cas Jet, que je vais vous présenter, en tout cas qui est ici. On l'a atteint, et ça nous a donné la confiance que
on avançait. Vous regardez, ce sont des échelles de 10, hein, donc on a monté 4 échelles de grandeur ici en température, 4 échelles ou 5 échelles de grandeur en facteur de mérite. Si vous mettez le facteur Q sur le temps, vous verrez que ça va plus vite que la loi de Moore, ça va plus vite que les progrès en microélectronique dans les mêmes années, hein, donc c'est quelque chose qui est quand même considérable. Alors, en gros, je ne vais pas vous raconter la vie de toutes les machines qui ont été mises dans le monde, mais je vais donner la lumière sur 2 installations européennes importantes et qui sont dans leur domaine leader mondial. La machine Jet, qui est aujourd'hui le plus gros tokamak en fonctionnement au monde, il est en Angleterre, il est opéré par l'Union européenne. On posera des questions sur le Brexit si vous voulez. C'est 100 mètres cubes de plasma. Donc on est juste à la limite de pouvoir atteindre grand Q égale 1, mais je ne peux pas aller plus loin avec cette machine-là. Je ne peux pas générer plus d'énergie que j'en ai injecté. Mais c'est elle qui nous a permis de démontrer ce qu'on appelle ici le break-even, le passage entre en dessous une énergie consommée plus importante qu'une énergie produite et une énergie consommée moins importante qu'une énergie produite. Et la deuxième installation, qui est une machine que je vais vous présenter plusieurs fois, qui s'appelle Thor Supra, qui est une machine française qui est aussi coopérée par l'Europe à Cadarache, dans mon institut. Et cette machine-là a eu et a toujours pour mission d'essayer de prolonger. Donc elle n'est pas aussi performante que celle-là, elle est plus petite, mais par contre, elle développe toutes les technologies pour pouvoir tenir ce plasma et puis refroidir toute cette énergie qui sort et pouvoir injecter toute l'énergie de façon continue et refroidir toute l'énergie qui sort. La combinaison de ces 2 machines nous a donné la confiance, il y a à peu près, alors c'était dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, nous a donné la confiance comme quoi on était capable de faire un saut d'un facteur 10 cette fois, et on était capable de combiner la physique qu'on avait développée dans cette machine, en la projetant vers Q égale 10, donc en faisant une machine plus grosse, passant de 100 mètres cubes à 1000 mètres cubes, en gros le facteur Q est à peu près proportionnel, en tout cas à cet endroit-là de la courbe est à peu près proportionnel au volume, et toutes les technologies qu'on a développées ici, et en combinant ces 2 choses, on était capable de faire à peu près Q égale 10 pendant 400 à 1000 secondes. C'est ça le projet ITER. C'est ça qui a été décidé, je vous montrerai, dans la fin des années début des années 2000 et des décisions de construction en 2006. Alors, l'aventure de la fusion, je l'ai mise là en temps. C'est une aventure qui est très longue. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a la plaisanterie habituelle sur les gens qui veulent me demander si ça avance. Ils me disent, il y a 50 ans, vous me disiez que c'était pour dans 50 ans, et maintenant, je vais vous raconter que c'est encore pour dans 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'au moins il y a 50 ans, on n'était pas capable de se projeter, et qu'en fait, effectivement, c'est beaucoup plus probablement une affaire de 100 ans. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Dès les premières 20-25 années de cette recherche, quand on a décidé qu'on voulait aller dans cette voie-là, on a passé énormément de temps à essayer de trouver une configuration magnétique, tout simplement. Donc essayer tous les champs magnétiques. Il y a des centaines de configurations magnétiques différentes. Les gens sont bricolés dans tous les sens avec des bobines, des idées plus intelligentes les unes que les autres. Et on a fini par épurer tout ça, et c'est les Russes qui ont trouvé ça dans les années 60, dans les années 70 à peu près, qui ont mis au point cette situation où vous avez des bobines donc, qui fabriquent un champ magnétique toroïdal statique, et le courant plasma qui lui corrige ce champ magnétique par un effet hélicoïdal, et cette fois-ci les particules sont vraiment complètement piégées dans le système. Une fois qu'on a à peu près stabilisé ça, toutes les machines européennes, mondiales se sont mises au goût du tokamak et on a commencé à regarder ce qu'on appelle les lois d'échelle, c'est-à-dire finalement découvrir comment la fusion se comportait en fonction des grands paramètres du champ magnétique, du courant plasma, du volume, etc. Il faut voir qu'on a commencé à avoir des machines de plus en plus grosses. Ici, les machines, elles tenaient un peu sur 2-3 tables comme ça. En tout cas, elles tenaient très largement dans cette pièce. Ici, les machines, elles commençaient à plus tenir dans cette pièce. Et puis, vous allez voir que ça commence à monter. Ça, c'était des machines 1 mètre cube de plasma. Ça, c'était des machines du genre 10, 20, 30 mètres cubes de plasma. Et après, on est passé à 100 et 200 mètres cubes, et 100 et 1000 mètres cubes de plasma. Donc, on a établi toutes ces lois d'échelle. Et en gros, dans les années 2000, j'ai marqué 2006 parce que c'est la décision de construction d'ITER, on est arrivé aux paramètres qui nous permettent d'aller vers ce fameux grand Q égale 10 et 400 à 1000 secondes. Donc on a décidé de construire ITER et on est entré depuis 2006 dans une phase dite d'intégration. On intègre toute la technologie et toute la physique qu'on a développée pendant toutes ces 50 années précédentes ou 40 années précédentes. Et nucléarisation parce que jusqu'ici, à part la machine Jet, sur quelques expériences, personne n'avait mis de tritium. Tout le monde a fait des expériences en fausse grandeur, deutérium. La physique quantique est suffisamment précise pour savoir exactement ce qui va se passer quand on met du tritium, et on l'a vérifié 1 ou 2 fois. Mais en fait,
On n'a jamais fait d'installation nucléaire de base de fusion jusqu'ici. C'est ITER qui représente la première fois où on intègre toutes les technologies, y compris les technologies nucléaires, pour initier une filière possible de réacteurs. Et puis, ce qu'on imagine derrière, c'est à peu près, vu les tailles, vu les complexités et vu les effets financiers qui vont avec, on imagine à peu près un début d'industrialisation dans les années 2040-2050 avec production d'électricité et ce que j'appelle l'autosuffisance tritium. Vous verrez qu'ITER ne fabriquera pas complètement son tritium in situ, on lui en amènera un peu de l'extérieur, alors que le réacteur, lui, je vous ai raconté qu'il doit fabriquer tout son tritium in situ. Et puis, après, le processus habituel d'aller vers une commercialisation. Vous voyez, en gros, une centaine d'années de recherche. C'est probablement une des plus belles aventures. C'est plus long et plus complexe même que la conquête de l'espace. Et vous allez voir que ça demande l'effort de toute la planète. Alors, j'ai représenté ici, en vertical, quelque chose que la NASA utilise beaucoup, qu'on appelle les Technical Readiness Level. C'est une espèce d'échelle un petit peu qualitative qui vous dit que quand vous vous rasez le matin devant votre glace, vous pouvez avoir une idée. Alors une idée, c'est un TRL de 1 ou 2, 1, entre 0 et 1, on va dire. Et puis vous commencez une recherche technologique de base, vous faites des preuves de principe, vous commencez un développement technologique, etc. Et là, vous êtes chez Darty. Et vous avez tout ce progrès-là. Et ce que je viens de vous raconter se met sur ce type d'échelle comme ça, avec le temps qui est là et les machines qui sont là. Les deux machines que je vous ai introduites, il y en a beaucoup d'autres dans le monde, mais c'est les deux plus performantes et intéressantes pour nous. C'est le JET, qui était vraiment des preuves de technologie de base et de processus physiques de base avec les lois d'échelle. TorSupra, elle est déjà un petit peu plus loin parce qu'elle prouve un certain nombre de technologies de faisabilité. La combinaison de ces deux machines, qui est ITER aujourd'hui, qui est en cours de construction, et puis derrière, eh bien, le réacteur de démonstration et le réacteur commercial. Alors ITER, c'est ça aujourd'hui. Je vous propage au nord d'Aix-en-Provence, à peu près une quarantaine de kilomètres d'Aix-en-Provence, dans la vallée de la Durance. Et ITER aujourd'hui est en construction. Alors je vais vous montrer plusieurs images et plusieurs photos. Ça, c'est une photo d'un joli coucher de soleil sur ITER. Qu'est-ce que c'est ITER? Eh bien, c'est ce projet qui veut montrer la faisabilité scientifique et technique en même temps de la fusion comme source d'énergie. C'est un projet suffisamment ambitieux et difficile pour avoir eu besoin de mobiliser ces 7 partenaires-là, la Chine, l'Europe, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis. Dans les années 2000, c'est en 2006 qu'on a signé à Paris l'accord ITER. Ces pays-là représentent 50% de la population mondiale, 80% du PIB mondial, donc c'est une aventure mondiale, c'est pas l'idée farfelue de quelqu'un à droite ou à gauche, c'est une recherche structurée. Et vous allez voir que ça lui donne sa force, mais ça lui donne sa faiblesse aussi, parce que faire travailler à peu près 3 milliards de personnes, c'est pas complètement facile. Si je reprends donc justement ma petite animation, ça se place ici, au sud de la France. C'est la France qui a gagné la compétition mondiale pour la localisation de cette machine. Là voilà. Donc la mission, c'est, je vous l'ai dit, de démontrer la disponibilité et l'intégration de la physique et des technologies, ainsi que des aspects de sûreté nucléaire en vue d'aller vers un réacteur. Donc c'est la première fois où finalement on intègre tous les éléments et on va pouvoir faire une démonstration comme quoi la fusion est maîtrisée sur Terre. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de générer typiquement 10 fois plus de puissance. On est à 1 aujourd'hui, on était à 1, puisqu'on a continué à avancer, donc on est à 1 aujourd'hui. Et sur un temps suffisant, alors évidemment, ça ne fait pas un réacteur 400 secondes, mais ça fait déjà une démonstration d'un certain nombre de technologies, de systèmes de refroidissement, de maîtrise des matériaux, etc., qui est suffisant pour pouvoir ouvrir la voie vers le premier réacteur de démonstration. Le planning, ITER est en cours de construction, ça a commencé, donc on a signé dans les années 2006, ça a commencé vraiment dans les années 2010, le temps de préparer le site, d'amener tous les gens, etc. Vous verrez qu'il y a pas mal de monde. La construction dure une petite quinzaine d'années, on espère avoir à peu près terminé vers 2023, premier plasma vers 2025, et monter progressivement en puissance, etc., pour arriver à l'objectif avoué vers les années 2035. Donc voilà la machine, chambre à vide, ça pèse 8000 tonnes. Les bobines, il y a 18 bobines qui pèsent chacune 360 tonnes. Le solénoïde central, c'est ça, je vais vous le montrer, ça pèse 1000 tonnes. L'ensemble, cet ensemble-là, pèse 23 000 tonnes. Et c'est ça qui est en cours de construction à Cadarache, avec ce qu'on appelle un grand rayon, c'est-à-dire la distance qui est entre là et là, de à peu près 6,20 m. Le petit rayon, la distance qui est entre là et là, de 2 mètres.
le courant plasma qui va parcourir ce plasma de 15 millions d'ampères et le champ magnétique qui baigne le plasma de 5 Tesla. C'est énorme, un champ de 5 Tesla. C'est des champs qui sont parmi les plus gros champs magnétiques qu'on sait faire sur Terre. Ces champs sont fabriqués par ces bobines-là. Et ces bobines, je vais vous montrer qu'elles sont supraconductrices, tout simplement parce qu'autrement, elles consommeraient tellement d'énergie qu'on serait incapable de les faire durer suffisamment longtemps. Il faut les refroidir, etc. Le petit physicien ou technologue standard, il a à peu près cette taille-là. Voilà la cathédrale qui est en cours de construction aujourd'hui dans le sud de la France. Et comme je vous ai dit, c'est complètement partenarial. Donc cet accord, la machine est suffisamment conséquente, suffisamment complexe pour qu'on ait eu besoin de s'assurer que tout le monde était d'accord. Et en faisant ça, finalement, on a créé un consortium mondial. Mais vous imaginez bien que les gens qui mettent des efforts, de l'argent, etc., attendent le retour, donc attendent l'ensemble de la propriété intellectuelle. Donc le montage partenarial qui a été fait sur cette machine est un montage assez compliqué où, en gros, tout le monde fait un petit peu de tout. D'accord, de façon à ce que tout le monde sache faire des bobines, tout le monde sache faire des couvertures, tout le monde sache faire des composants face au plasma, etc. Donc vous voyez une répartition extrêmement complexe du procurement, de la fabrication et de la délivrance des objets. Le système est fait pour être délivré en nature, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné de l'argent à une équipe et puis fait des contrats industriels. On a pris les 7 partenaires, on a coupé la machine en morceaux, y compris les bâtiments, etc. Et on a dit à chacun, vous nous fabriquez ça. Donc, je vais vous montrer où on en est. Ça vous explique la complexité, mais ça vous explique aussi une partie, on a un petit peu de retard, parce que arriver à coordonner ça, et l'équipe internationale est là pour coordonner uniquement, pas pour acheter, mais pour coordonner, c'est assez complexe. Donc voilà une vue aérienne du site. Vous reconnaissez évidemment l'endroit qui est en cours de construction, c'est à peu près c'était le mois dernier, en cours de construction, là où il y aura la machine. Les petits travailleurs, ils sont là, donc pour vous donner à peu près l'échelle. Et voilà par exemple le hall, ce qu'on appelle le hall d'assemblage, c'est là où un certain nombre d'éléments seront faits pour être amenés sur des ponts roulants de 750 tonnes pour amener les éléments les uns après les autres. Là, je vous promènerai à un moment donné dans ce bâtiment-là où on est en train de bobiner, de faire les grandes bobines supraconductrices. Vous voyez le poste électrique ici qui va alimenter cette structure. C'est un poste directement branché sur une centrale nucléaire via une ligne 400 kV qui traverse la vallée de la Durance. L'usine à froid, c'est là où on va fabriquer tout le froid, et en particulier l'hélium liquide qui va alimenter les bobines supraconductrices, etc., etc. Je me permets juste de pointer que mon institut est juste là, en dehors de l'image. Alors, ce sont des composants extrêmement lourds, extrêmement gros, mais de extrêmement haute technologie. Donc, il faut comprendre qu'on est en train de fabriquer 18 bobines toroïdales en niobium éteint, donc 18 fois 360 tonnes de niobium éteint, qui montent sur le conducteur à 11 Tesla, donc à l'intérieur à peu près vers 5-6 Tesla, qui stockent elles-mêmes chacune 41 gigajoules d'énergie et qui ont des forces de centrage de plus de 400 méganewtons, donc c'est énorme, parce que tout le système est évidemment contraint, et un solénoïde central qui sert à fabriquer le courant plasma, qui lui est aussi un beau bébé de 1000 tonnes, 13 Tesla, 7 gigajoules, et qui est capable de faire des variations de champ magnétique d'à peu près 1 Tesla par seconde. Donc ça aussi, il faut voir le défi. Ces bobines-là sont statiques, elles mettent un champ statique, ces bobines-là sont obligées d'avoir des variations de champ. Technologie supraconductrice plus variation de champ, c'est quelque chose d'extrêmement haute technologie, extrêmement complexe. Alors voilà des illustrations. Voilà par exemple en Europe. L'Europe est censée fabriquer une partie des bobines. Voilà la première bobine comme ça, pas dans sa caisse. Enfin, c'est ce qui est à l'intérieur de la caisse que vous voyez là, qui vient d'être fabriquée. En l'occurrence, elle vient d'être en cours de livraison. Ça s'est passé en Italie, celle-là. Voilà la même chose au Japon, puisque le Japon en fabrique aussi une partie. Au passage, on a fabriqué à peu près une centaine ou 150 kilomètres de câbles supraconducteurs dans le monde entier pour pouvoir fabriquer ces choses-là. Vous voyez ici, en fait, ces bobines sont là, le câble est bobiné, à l'intérieur d'une boîte qui est en fait une boîte, un cryostat, ou tout du moins un thermostat. On referme cette boîte, on chauffe énormément, parce que le niobium éteint est un composé qui ne devient supraconducteur qu'une fois qu'on l'a cuit, en fait. On fabrique un câble qui est en niobium et en éteint, quelque part, et c'est en le cuisant, on le bobine, et c'est en le cuisant qu'il devient supraconducteur, enfin, qui devient du niobium éteint qui devient supraconducteur. Donc on est obligé de fabriquer bobiner, fabriquer cette boîte, chauffer pendant quelques jours, refroidir, et ensuite, voilà. Et là, ça date d'à peu près, même pas 15 jours. La première bobine, celle que vous voyez ici, est sortie de sa boîte et a été wrappée en isolant, et devient la première bobine japonaise
Au passage, je suis désolé, mais j'ai été obligé de la mettre comme ça. Vous voyez un petit peu les distances. Là, il y a à peu près 12 mètres. L'enceinte à vide, donc le tore lui-même, hein, c'est une double enceinte à vide en acier. L'acier, c'est à peu près une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Et c'est une structure complètement rigide qui va se fabriquer en 18 secteurs et qui va venir s'assembler comme ça autour, avec les bobines par-dessus. Une partie est en cours de fabrication en Corée, une autre partie est en cours de fabrication en Europe. Voilà un exemple d'un morceau de secteur qui est en cours de fabrication en Corée. C'est chez Hyundai Heavy Industries à Ulsan. Ça, c'est un petit morceau de l'enceinte à vide. Ça pèse déjà 150 tonnes. Et c'est de l'acier d'une épaisseur à peu près de 20 cm qui doit être soudé avec une qualité nucléaire. Autre élément intéressant, je vais revenir juste 2 secondes pour vous montrer ce que c'est. Ici, donc vous voyez que l'ensemble ici est enchâssé dans un cryostat, puisque tout doit être descendu à la température d'à peu près 4 Kelvin, moins 260 degrés, de façon à ce que tous les éléments de supraconducteurs puissent être supraconducteurs. Donc en fait, on enferme toute cette boîte dans un gros cryostat et on baisse la température. Et c'est l'Inde, en l'occurrence, qui, dans ITER, est chargé de fabriquer le cryostat. Et vous voyez ici l'assemblage de la base. Donc c'est le premier élément qui va venir dans ce cylindre que vous avez vu qui est en cours de construction, qui est la base du cryostat sur laquelle on va monter l'ensemble de la machine. La base du cryostat, là, elle avait été provisoirement assemblée en Inde. Elle a été livrée à Cadarache et elle vient d'être soudée, elle aussi. Alors, c'est des tôles de cette épaisseur-là qui sont soudées de façon pareille, de façon nucléaire. Ce cryostat va peser un petit millier de tonnes. Le grand bâtiment long que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'endroit où on va bobiner. Alors sur place, cette fois, je vous montrerai que tous ces éléments sont livrés. Il n'y a qu'un élément qui ne peut pas être livré, qui ne peut pas être fabriqué à l'extérieur et livré, mais qui doit être fabriqué sur place. Ce sont ces grandes bobines vertes là qui sont tout autour, qui sont tellement grandes qu'elles ne se promènent pas. On ne peut pas les promener. Donc on a été obligé de fabriquer un immense bâtiment qui est en gros 3 terrains de football. Et dans ces 3 terrains de football, on est en train aujourd'hui de fabriquer celle-là, je pense, ça doit être celle-là. Ça doit être la deuxième bobine verte là. Ça vous donne à peu près la taille. Donc là, bobinage sur place parce que on pourra juste les déplacer et les amener sur la machine. Et puis il y a des outillages, parce que vous imaginez bien que des éléments comme ça, il va falloir les amener, les aligner. C'est des choses qui doivent être alignées au millimètre à peu près. Hein. Toutes ces structures-là doivent être à la fin alignées au millimètre parce que le champ magnétique doit être extrêmement uniforme et extrêmement homogène. Donc il y a des outillages. Alors il y a des photos, mais j'ai préféré celle-là parce qu'elle donne, ça c'est le schéma. Pour l'instant, pratiquement cet outillage-là, ce gros outillage-là est pratiquement fabriqué. Ce sont des outillages qui vont peser à peu près 1500 tonnes et qui vont être capables de promener, de manipuler des choses qui font 200, 300, 400 tonnes, qui sont toutes ces grosses structures, ces bobines, et qui vont les amener progressivement. On va construire comme un gâteau, hein, on va construire tranche par tranche, un morceau d'enceinte, une bobine, un morceau d'enceinte, une bobine, un morceau d'enceinte, une bobine. Voilà. Donc ça, c'est en cours de fabrication en Corée. Et il y a déjà des éléments qui ont été livrés à Cadarache. Je vais vous parler des livraisons, mais je voudrais venir à la question du coût. Combien ça coûte tout ça? C'est terriblement cher. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est mis tous ensemble, d'ailleurs. Le coût estimé de la fabrication, alors c'est un coût estimé, parce que comme tout est fabriqué en nature, c'est extrêmement difficile de reconstituer. Quand vous fabriquez quelque chose en Inde ou quand vous fabriquez quelque chose aux États-Unis, ça n'a pas le même prix, ça a la même valeur, mais ça n'a pas le même prix. On estime à peu près aujourd'hui, en faisant une règle de 3 avec le coût européen, à peu près à 15 à 18 milliards d'euros cette machine en fabrication. Après, elle aura son coût d'exploitation. Mais j'ai mis quand même en regard un certain nombre de choses pour vous faire réfléchir. La première, c'est que, en gros, c'est le prix de la ligne TGV entre Aix et Marseille. Hein, donc c'est quelque chose qu'un État peut se payer aussi, il ne faut pas exagérer. Les Jeux Olympiques de Sotchi, il y a 3 ans, ont coûté 35 milliards d'euros à M. Poutine. La Station spatiale européenne, j'ai mis pudiquement plus de 100 milliards. Personne n'est capable de donner un chiffre. Il est probablement plus près de 200 aujourd'hui. Donc c'est une expérience internationale d'un coût beaucoup plus élevé qu'ITER. Et, puisqu'il paraît qu'il y a eu un match de foot ce soir, si elle se fait au Qatar au moment où elle doit se faire, etc., la Coupe du monde de football de 2022 coûtera 200 milliards de dollars au Qatar. Donc voilà ce genre de chiffres qui relativisent quand même le prix d'une centrale nucléaire. Le Flamanville, c'est à peu près aussi une dizaine de milliards d'euros, etc. Il faut relativiser. Il faut surtout relativiser sur le fait que ce chiffre-là, c'est l'ensemble de la recherche mondiale sur un sujet.
Il n'y en a pas 50 dans le monde qui se font des choses comme ça. C'est l'ensemble de la recherche mondiale qui est concentrée sur cet instrument-là, qui est un instrument qui certes vaut cher et qui doit être fait de façon précise. Alors quel est le rôle de la France dans cette histoire-là ? Comme on est le pays hébergeur, on a gagné la compétition, donc Dieu nous a punis, on a gagné la compétition pour héberger cette machine. Eh bien, notre premier rôle, et en particulier le CEA qui est à côté, et je vais vous montrer qui représente l'engagement de la France dans cette aventure, c'est de réussir la construction d'ITER, évidemment, et d'en tirer tous les bénéfices scientifiques, industriels, technologiques, pour préparer son opération, et puis les étapes à venir, vous avez vu le réacteur, etc. Donc pour ça, vous allez voir qu'on s'est structuré en sciences, en technologie, on a ouvert nos plateformes, et on est en train aujourd'hui vraiment de dédier nos structures au soutien d'ITER et à la fabrication d'ITER. Alors, un petit transparent de Cocorico pour vous montrer que depuis le début, la France est dans cette histoire-là. Depuis 1959, la France a été le premier pays à s'associer avec le programme Euratom, dès qu'il a été créé. On va fêter les 60 ans de l'Euratom dans pas longtemps, on vient de fêter les 60 ans du traité de Rome. Et on a été les premiers à s'associer sur les problématiques de fusion au programme Euratom. Depuis, tous les pays européens se sont associés. En 1973, on a été les seconds, en fait. C'est l'Angleterre avait commencé à fabriquer un tokamak, qui était le tokamak Fontenay-aux-Roses. Il était sur le centre de CEA à Fontenay-aux-Roses, ici. Le chef de projet était un certain Paul-Henri Rebu, qu'on va retrouver comme chef de projet de la machine jet, que je vous ai montré, la plus grosse qui est en fonctionnement actuellement au monde, et qui a eu cette machine jet pendant sa vie 3 directeurs français. Elle a eu d'autres directeurs, mais il y a eu 3 Français en tant que directeurs. Et puis juste derrière Jet, on a fabriqué Torsupra, cette machine supraconductrice qui est dédiée aux technologies de la fusion, à Cadarache, avec déjà l'idée d'un certain Robert Aymar, qui était le chef de projet, de héberger ITER plus tard. Ça a bien marché, puisqu'à Fontenay-aux-Roses, on ne pouvait pas héberger ITER, évidemment, plus tard. C'était beaucoup trop gros et beaucoup trop près de Paris. Et c'est en 2000, c'est la France. Bernard Bigot, qui était à ce moment-là chef de cabinet de Claude Yégneret, René Pelat, qui était au commissaire à l'énergie atomique, et Jean Jacquinot, qui occupait le poste que j'occupe aujourd'hui, qui ont lancé les négociations du site ITER pour les obtenir. En 2006, ça a été décidé que c'était à Cadarache, et ITER a eu déjà dans sa vie 3 directeurs français, le fameux Paul-Henri Rebu, puis Robert Aymar, et maintenant Bernard Bigot, qui après être passé au commissaire à l'énergie atomique et administrateur général du CEA, est devenu directeur général d'ITER. Donc c'est une aventure assez française. La France a nommé un haut représentant, donc il y a une personne qui est aujourd'hui l'administrateur général du CEA, qui coordonne l'ensemble des actions françaises pour l'hébergement d'ITER, avec, je vous montrerai, une agence dédiée au sein du CEA qui est chargée de toute la logistique, de toute la préparation du site, de tout le transport. La France a structuré son enseignement, sa recherche, et a structuré aussi tout un partenariat avec le Japon, puisque le Japon est le 2e plus gros partenaire d'ITER. Et aujourd'hui, c'est nous qui présidons le programme Fusion européen, et on vient d'ouvrir donc notre plateforme comme une plateforme mondiale en soutien à ITER. Donc réussir la construction d'ITER sur le sol français, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vous ai dit que ITER est construit en nature par ses partenaires. Donc voilà les 7 partenaires. Et en fait, je vous ai menti un tout petit peu, ITER a un tout petit peu d'argent pour coordonner tout ça quand même. Donc ITER est vu comme un de ses propres partenaires pour se fabriquer. Et l'Europe qui est ici, comme elle ne sait pas faire simple, elle l'a fait compliqué, l'Europe est vue par ITER comme une agence dédiée, une agence domestique qu'on appelle Fusion for Energy, qui est basée à Barcelone, parce que c'était plus simple de la baser à Barcelone plutôt qu'à Cadarache. Je vous donne toutes les arcanes de la politique européenne. Donc le programme Euratom finance la partie européenne d'ITER à travers la Direction générale de l'énergie à Bruxelles. Et là aussi, pour ne pas faire simple, va financer le programme fusion lui-même, la physique, les recherches, la R&D, etc., à travers une autre direction générale, la Direction générale de recherche et de technologie, à travers une 2e agence qui s'appelle Eurofusion. La France là-dedans, donc vous voyez qu'il y a de l'argent qui flue dans ce système-là depuis Euratom en direction de Fusion for Energy et d'ITER et en direction d'Eurofusion. Et la France, là au milieu, eh bien, elle a un tissu de R&D et d'industrie et elle va quelque part capter l'activité et donc les fonds du programme Fusion européen pour la R&D et du programme Fusion for Energy pour son industrie, pour faire travailler, pour fournir des choses en nature dans sa quote-part. Alors évidemment, la France, elle va nourrir ces canaux-là, et puis elle va aussi nourrir celui-là, puisqu'en fait, ce sont des mécanismes partenariaux, c'est-à-dire que personne ne paye à 100% dans cette histoire-là, c'est toujours des partages un peu subtils.
Donc la France, que je vous ai expliqué, en fait, tout en haut des activités pour ITER, il y a une personne aujourd'hui qui est l'administrateur général du CEA, mais qui est vu dans ce transparent-là comme le haut représentant de la France pour le projet ITER. Et il s'appuie sur ce qu'on appelle l'agence ITER France, qui est une agence placée au sein du CEA et qui va assurer tous les engagements de la France en tant que pays hôte, le site, l'itinéraire, les infrastructures, une école internationale, je vais vous en parler, l'accueil des étrangers, les visas, les choses comme ça, et puis qui ira jusqu'à la fin au démantèlement et retour au vert de ce site. Elle est en charge aussi du développement économique et de l'industrie ITER pour la France. Et puis de l'autre côté, vous me retrouvez moi, c'est-à-dire vous retrouvez la branche qui fait fonctionner les activités scientifiques et techniques du CEA, donc comment on va suppléer, comment on va participer techniquement à ITER. Donc le site, je vous ai dit, le CEA est ici, en fait l'institut que je représente est ici, et le site il est juste à côté. Donc c'est un site de 42 hectares, en plein centre de la vallée de la Durance. Sur lequel, voilà, c'était un petit peu plus tôt, là, c'est il y a presque un an, là, où on voit déjà le début de l'endroit de ce qu'on appelle le Tokamak Pit. Ici, ce sont les bureaux, etc., etc. Et la fameuse agence ITER France, elle a travaillé depuis 2006 à toute une série de choses, de mise en place, de préparation du site. Alors voilà des choses qui sont un peu impressionnantes et qui sont intéressantes. Tout ce que le monde entier fabrique se termine dans les temps de Berre, à Fos-sur-Mer, par barge, par bateau. Est transféré ici par barge sur des camions, et la France a aménagé un itinéraire extrêmement gros convoi d'à peu près une centaine de kilomètres qui nous amène jusqu'à Cadarache. Alors il n'y a que 40 kilomètres si on y va à vol d'oiseau, mais en fait le trajet est plus compliqué que ça. Et en gros, il y aura à peu près 200 convois, dont certains vont monter jusqu'à 800 tonnes, qui vont emprunter cet itinéraire, qui ont déjà emprunté. Le premier convoi, qui était le convoi test, était déjà en 2013. Donc vous voyez comme ça se passe, c'est exactement les mêmes technologies qu'on utilise pour promener les morceaux de l'Airbus A380 entre Toulouse et Bordeaux. Ce sont des systèmes à multi-roues, et chaque roue est pilotée par un moteur, et tout est fait de façon extrêmement contrôlée. Et voilà, là, c'était le convoi de test. Donc là-dedans, il y a simplement du béton et de l'eau qui pèse 800 tonnes. Et puis, il y a une forme qui fait le plus gros volume que jamais ces convois-là feront. Et on avait testé l'itinéraire en 2013. Et là, c'était le moment où cet itinéraire, où ce convoi arrivait sur ITER. Il faut savoir que ça se promène à peu près à 5 km/h, qu'il faut à peu près 3 nuits pour aller de Fos-sur-Mer jusqu'à Cadarache. Ça se promène que la nuit, évidemment. Que c'est avec une cinquantaine de gendarmes autour en moto. Ils étaient obligés, les pauvres, d'acheter des motos électriques parce que ça va suffisamment lentement, donc ils n'arrivaient pas à suivre autrement. Je me suis fait piéger une fois dans un convoi ITER en pleine nuit, c'est pas drôle. La même agence ITER France, ITER, ça va peut-être à peu près 1000 travailleurs internationaux en permanence, plus tous les gens qui viennent, qui visitent, etc. Donc et ces travailleurs viennent du monde entier. Donc la France a mis en place à Manosque, qui est à une vingtaine de kilomètres de Cadarache, une école internationale en 10 langues. Il y a à peu près 1000 élèves aujourd'hui, de la maternelle à la terminale, et qui font leur cursus dans leur langue naturelle plus français ou plus anglais, il y a le choix, qui font leur cursus alors que leurs parents travaillent sur ITER. La France fait un support de compétences et de proximité, donc évidemment, le CEA, le site a été choisi parce que le CEA était un petit peu à côté. Le CEA, c'est 16 000 ingénieurs et techniciens, c'est l'industrie nucléaire, c'est toute une série de compétences. Donc on intervient en ingénierie, en maintenance nucléaire, en réalité virtuelle. Vous voyez ici des choses qu'on est en train de développer qui sont mises sur le dessin. On est en train de regarder ce genre d'objets, peu importe. Mais on travaille aussi à aider ITER à réceptionner tous ces objets, à les préassembler, à les mettre en service, à former les personnels aux techniques nucléaires qui seront nécessaires, indispensables et nécessaires à ITER. Et dans ma partie un petit peu plus, eh bien, on apporte un support scientifique et technique. Je vais vous parler de la machine Thor Supra à la fin, qui est le tokamak maison, qu'on a mis à disposition d'ITER. La science, on fait de la simulation et de la théorie. Et puis, ce qu'on appelle de la diagnose. Par exemple, vous voyez ici des caméras infrarouges qui regardent l'intérieur du tokamak pendant qu'il fonctionne, qui mesure la température de surface et qui a objectif de contrôler ces températures de surface. Il ne faut évidemment pas qu'on dépasse des températures qui vont aller vers la fusion, la mauvaise fusion, celle du métal ou celle de l'objet. Donc on intervient dans toutes ces fonctions-là. Et on essaye en même temps, évidemment, de tirer les bénéfices scientifiques, technologiques, industriels. Donc on a mis en place toute une série de structures.
La plus visible, en fait, c'est qu'en fait, le CEA, même s'il est à peu près les 3/4 de ces 400 chercheurs français, représente la partie émergée d'un iceberg qui est relativement important sur toute la France. Il y a à peu près une quarantaine de laboratoires du CEA, du CNRS, de l'INRIA, de l'École polytechnique, les grandes universités, les grandes écoles. Tout ce petit monde travaille ensemble. Ça fait à peu près 400 chercheurs qui sont au quotidien en train de préparer soit ITER, soit l'exploitation d'ITER pour la France. Et c'est le CEA qui, comme la plus grosse partie, et je vous ai montré, est la partie représentative, en tout cas en direction des instances européennes et en direction d'ITER. Et à ce titre-là, je coordonne l'ensemble des activités scientifiques et techniques, je définis la stratégie française et je coordonne toute la partie administrative de la chose, alors que le directeur de la fédération de recherche, lui, va coordonner tout l'ensemble de ces laboratoires, CNRS, INRIA, etc. Et quelque part, à nous deux, on est capable de faire le lien et de faire fonctionner une structure qui est assez complexe, qui est une quarantaine de laboratoires qui travaillent ensemble sur un seul programme. Au passage, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un Français, l'ancien directeur du JET en l'occurrence, qui pilote Eurofusion aujourd'hui. Donc notre approche française au programme Fusion, c'est de mener de front. Je pense que vous avez compris que la physique c'est bien, la technologie c'est bien, mais il faut mener ça de front, il faut faire avancer toutes ces structures en parallèle, donc il faut pousser les limites de la technologie, les bobines, les composants face au plasma, je vais y revenir un petit peu. Faire la science qui va avec, comprendre ce qui se passe, parce que si vous voulez faire plus gros, si vous voulez faire plus puissant, si vous voulez faire plus long, il faut absolument comprendre ce qui s'est passé et pouvoir le maîtriser. Et donc maîtriser les réactions de fusion, donc opérer des tokamaks, les faire fonctionner et les faire opérer. Je vais terminer mon discours. Alors ça, c'est 400 personnes, plein temps, etc. Donc je ne vais certainement pas vous faire un exposé là-dessus. Je vais essayer de tirer un petit peu un enseignement d'intégration de tous ces éléments-là sur ce qui se passe aujourd'hui sur le tokamak français Torsupra. Voilà l'image. Alors en l'occurrence, c'est le jet, mais peu importe, ça se passe à peu près pareil partout. Voilà l'image d'un plasma en fonctionnement. Aujourd'hui le jet, donc il y a à peu près 100 millions de degrés ici. Alors qu'est-ce qui se passe déjà? Vous voyez qu'on ne voit rien, puisqu'un plasma, il est tellement chaud qu'il ne rayonne pas dans le visible. Il rayonne dans l'ultraviolet, dans les X durs, etc. Donc on ne le voit pas. Ce qu'on voit, la lumière qu'on voit, c'est ces interactions avec le bord. D'accord? C'est là où il est le plus froid et le plus dense, et c'est là où finalement on arrive à avoir de la lumière visible. Donc ce que vous voyez là, tout ce qui est illuminé, en gros, c'est là où la puissance qui vient du plasma se dépose. Et c'est là où il faut la gérer. Si je mets des chiffres qui sont des chiffres ITER, alors le plasma il a cette forme un petit peu en poisson et on s'arrange pour que la configuration magnétique, finalement, elle canalise la puissance sur un objet qu'on appelle le divertor. Et si je mets des chiffres, Q égale 10 dans ITER, en gros, ça veut dire injecter 50 MW, en récupérer 500. Dans ces 500, il y a à peu près 100 MW de puissance alpha et 400 MW de neutrons. Et puis, il y a un peu de puissance rayonnée. Tout ça pour dire qu'à cet endroit-là, il y a un objet qui est censé récupérer à peu près 100 MW en continu, 100 millions de watts en continu, et qui doit l'encaisser. 100 MW en continu, c'est en gros, si je divise ça par la surface, 10 à 20 MW par mètre carré. Et donc c'est en gros, à moins d'un facteur 2 près, la puissance qu'on devrait évacuer d'une navette spatiale qui voudrait atterrir sur le Soleil. Si vous voulez se poser sur le Soleil, on devrait fabriquer un objet qui est capable d'encaisser à peu près 30 à 40 MW par mètre carré. Voilà. Donc aujourd'hui, on cherche à fabriquer des éléments, des composants face au plasma, qui sont de cette nature-là. Donc qui sont des objets qui sont capables d'encaisser la puissance équivalente à une navette spatiale qui viendrait atterrir et rester sur le Soleil, pas juste passer, vraiment rester là. Donc la forme intérieure d'une machine comme ITER, elle a cette forme-là, et le composant extrêmement clé qui est ici, qu'on appelle un divertor, il a cette forme-là, si je l'augmente un peu. Et en fait, vous voyez que ces deux branches ici, qui sont le bord du plasma qui arrive comme ça, eh bien, toute la puissance vient se concentrer sur ces plaques ici, les deux plaques verticales. C'est elles qui sont censées encaisser à peu près 10 à 20 MW par mètre carré. Comment on fait ça? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est délicat, on va dire ça comme ça. Alors il y a eu toute une aventure, toute la fusion est partie au départ sur le principe que pour faire ça, il fallait prendre un matériau extrêmement réfractaire et puis en plus pas trop polluant si jamais il est un peu arraché et qu'il va dans le plasma, il ne faut pas qu'il rayonne, etc. Il ne faut pas qu'il pollue le plasma. Donc on avait pris des matériaux à bas numéro atomique et en particulier le carbone, qui est quelque chose qui est extrêmement simple et très bien, très agréable, qui
tient beaucoup, qui est très très réfractaire, qui a l'avantage de ne pas fondre. Lui, au pire, il se sublime, mais ils ne fond pas. Donc on endommage très difficilement ces objets si on les fabrique en carbone. Carbone refroidi, évidemment. Donc, ce sont des doigts comme ça qui fabriquent tout cet objet-là. Et puis dans chaque doigt, il y a de l'eau qui passe. Et puis on évacue la puissance comme ça. Et donc on avait fait tout ça. Et en particulier, Torsupra avait validé ce concept. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que, OK, c'est formidable, l'évacuation de chaleur est bonne, mais chaque fois qu'un hydrogène arrive sur cet objet, hein, le plasma c'est deutérium-tritium, donc ce sont finalement des noyaux d'hydrogène, ils arrivent là-dessus, comme ça, ils viennent bombarder cet endroit-là. Et je ne vais pas vous apprendre que le carbone et l'hydrogène sont des gens qui s'adorent, donc ils ont une affinité chimique cette fois-ci extrêmement intéressante. Donc à ces endroits-là, on va fabriquer beaucoup de composés hydrocarbonés, une chimie locale un peu complexe, mais peu importe. Et donc, quelque part, fabriquer des composants qui vont finir par tomber à droite et à gauche, etc., et qui vont piéger du tritium, piéger du tritium. Il y a du tritium dans la décharge, et quand il arrive ici sur ces composants-là, il se piège. Et donc, si on faisait une extrapolation à un ITER ou à un réacteur, on s'apercevait qu'au bout d'un an, on avait stocké quelques kilos de tritium dans la machine. Et évidemment, on ne veut surtout pas ça. On veut quelque chose de propre, on veut quelque chose qui consomme le tritium qu'on fabrique, et un point c'est tout. Donc on a fait machine arrière et on est revenu à un de nos vieux démons, c'est d'essayer de faire ces composants face au plasma en métal. Le métal est plus délicat à faire fonctionner parce qu'il va fondre, mais lui, il ne fabrique pas absolument. On n'a pas ce problème d'affinité chimique avec l'hydrogène. Alors le métal le plus réfractaire qu'on connaît, c'est le tungstène. Et donc on a redesigné ITER en tungstène et on a fabriqué des composants prototypes en tungstène qui sont capables d'encaisser au jour d'aujourd'hui 10 à 20 MW en continu. La R&D est concluante, mais on n'a pas encore fabriqué un objet comme ça et mis dans un tokamak pour le faire fonctionner réellement, pour voir comment il se comporte en tant que système. Et c'est ça l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui à Cadarache. On avait une machine où justement le composant face au plasma principal était en carbone. Cette machine, depuis les années 80, 88, disons, jusqu'en gros 2010, a été une machine qui a été la pionnière de l'opération continue des tokamaks, démontré que les aimants supraconducteurs fonctionnent, démontré que les composants face au plasma en carbone fonctionnent, obtenu des records du monde de durée de maintien de l'énergie, mais qui avait démontré effectivement ce problème aussi entre le carbone et l'hydrogène. Et bien donc on a décidé, puisqu'ITER est en construction, on a décidé de changer cette machine et de la mettre tout en tungstène, complètement. Rechanger l'intégralité ici, il y avait beaucoup de carbone, on a mis du tungstène partout. Et en particulier, on a extrait virtuellement, en fait, mais avec les mêmes industriels, le même design, etc., que les composants ITER, on prend ces plaques verticales-là et on les met dans la machine et on va les arroser avec du plasma et on va regarder comment elles se comportent en termes de composants et on va faire les mesures de température de surface, on va développer les algorithmes de contrôle, etc. C'est ce qui commence aujourd'hui à Cadarache. Le premier plasma de cette machine, donc elle a été complètement démantelée et reconstruite entre 2012 et 2016. En décembre 2016, elle a fait son premier plasma. Elle ressemble à ça, donc le fameux composant tungstène refroidi qui ressemble à ce W dans ITER, et bien dans Torsupra, il est comme ça. Au passage, on a changé le nom de Torsupra, on l'a appelé West, parce que le W de tungstène était intéressant, et puis qu'on a une grosse collaboration avec la Chine, qui a une machine qui s'appelle East, donc on a voulu faire un mauvais jeu de mots. Et donc on a fait un développement technologique qui est celui qui est attendu par ITER. On a fait un développement opérationnel, voilà le premier plasma, alors il ne ressemble pas à grand-chose parce que pour les spécialistes, je rentrerai dans les détails si vous voulez, mais c'est le tout premier plasma qu'on a fait en décembre, donc on est entré maintenant dans l'opération de ce genre d'instrument. Et évidemment, avec nos amis de la Fédération de recherche et les laboratoires français, on fait toute la science pour faire toute la prédiction et toute l'interprétation scientifique de ce qui se passe là. Donc on crée ce triptyque qui fait que à terme, on va pouvoir livrer à ITER, quand il se reconstruira, on pourra livrer une solution qui est en cours de construction, mais une solution qui fonctionne pour ITER, qui a passé du carbone au tungstène. Voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez, sans entrer dans les détails, qu'on a aligné les plannings de nos propres plannings français au planning d'ITER et on est en train de développer un certain nombre de... Alors vous voyez ici des phases d'opération de cette machine West et puis ce qu'on appelle des livrables, donc des moments où ITER attend des informations pour pouvoir lancer sa phase de production, pour pouvoir lancer sa phase d'exploitation, etc. Donc, la fusion contrôlée, j'en arrive à la fin de mon exposé, c'est vraiment une source d'énergie crédible, c'est un énorme effort international, c'est un défi, un vrai défi technologique et scientifique, mais ce défi, il est relevable dans la seconde moitié de ce siècle, on est très confiant
Et quand je dis on, je représente quelque part la moitié de la population mondiale, donc je pense qu'on a une certaine confiance. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas dans la poche, comme on dirait, mais c'est tout à fait accessible. Ça se passe en France, ça se passe dans le sud de la France. Et ITER sera le premier démonstrateur intégré. Donc c'est le passage obligé de la fusion aujourd'hui qui, entre 2025 et 2035, délivrera le bon pour construction des réacteurs suivants. Si on n'y arrive pas, ce sera terminé. Si on y arrive, on pourra aller à l'étape suivante de la fabrication d'électricité. Mais vous comprenez bien qu'une fois qu'on a maîtrisé cette chose-là, ce n'est pas le fait de mettre un générateur de vapeur avec l'eau qui circule autour qui va être un énorme problème. Le problème, c'est bien la maîtrise de la réaction de fusion elle-même. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors maintenant, effectivement, nous allons passer aux questions. Donc le micro est à vous. Alors, monsieur. Une question concernant les modes de production d'énergie du futur. On semble s'orienter plutôt vers des productions décentralisées, surtout dans les pays de l'Ouest, avec des coûts des énergies, que ce soit éoliennes ou photovoltaïques, qui sont en baisse, qui concurrencent d'ailleurs déjà la fission. Est-ce que vous voyez encore une perspective pour ITER compte tenu des coûts que vous avez affichés? Alors, tout à fait. Il faut comprendre que là, ce que je viens de vous raconter, c'est le développement d'une nouvelle source d'énergie. Il y a un problème qui est à part, qui est le fameux mix énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète a des fossiles, du nucléaire normal, de l'éolien, du solaire, etc., qui chacun fait sa recherche et fait son développement, pour proposer des solutions à un cocktail qui est nécessairement local. On comprend très facilement que en plein centre de l'Afrique ou à côté des grands lacs américains ou à côté d'une centrale, de production industrielle forte, etc., on va avoir des besoins de mix énergétique différents. Hein. Donc la réflexion, la loi de transition énergétique, etc., ont intégré tous ces éléments-là. Chaque pays répond avec son propre mix énergétique. Vous voyez que si vous allez en Norvège, si vous allez au Canada, ils n'ont pas de problème de loi de transition énergétique, tout va bien. Si vous allez en Europe, si vous allez en fin fond des États-Unis, vous avez des solutions différentes. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des solutions nouvelles. Il est clair qu'aujourd'hui, si on fait des projections, et en particulier, vous avez vu qu'il y a deux grands partenaires qui sont aujourd'hui les moteurs mondiaux de la fusion, qui sont la Chine et l'Inde, qui sont des pays où le développement économique, le besoin en énergie est tel qu'eux, ils vont manger et ils ont envie de manger tout. Fusion, fission, ils ont besoin de tout. Ils ont bien compris le problème de la pollution, ils ont bien compris le problème du CO2 et le problème même du carbone, parce qu'ils ont une production, en particulier charbon, qui est extrêmement désagréable. Et donc, en fait, on fait à la fois de proposer des solutions, et puis il y a d'autres structures qui pensent la façon de les utiliser. En termes de coûts, quand vous arrivez à des coûts comme ça, de toute façon, un réacteur à fusion, aujourd'hui, sa projection, c'est à peu près 3 gigawatts électriques. Donc ce seront des grosses unités de production électrique pour certaines utilisations, c'est clair. Vous n'aurez pas ça dans l'arrière de votre camion, vous n'aurez pas ça dans la fusée qui part sur Mars, vous n'aurez pas ça. Donc ce sont des unités de production. Vous n'aurez jamais une petite unité de production. J'ai essayé de vous convaincre qu'il y avait une taille minimum. Aujourd'hui, la taille minimum, elle est à peu près de 1000 m3. Si on savait faire un champ magnétique double, peut-être qu'on descendrait à 500 m3, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc le problème du mix énergétique, on est dans le paysage, à un horizon que je vous ai montré. Et les projections aujourd'hui raisonnables font tout à fait la place à la fusion comme remplacement de sources d'énergie massives, localisées, et avec l'avantage de non-production ni de CO2 ni de déchets. Voilà. Donc oui, le problème est complexe, ça c'est clair. Ça c'est clair et les réponses sont locales, tout à fait. Ce n'est pas une solution qui sera universelle et qui remplacera toutes les sources d'énergie. L'autre élément qui est important à comprendre, c'est que de plus en plus,
à cause du CO2, toutes nos sociétés vont vers une consommation de plus en plus d'électricité et de moins en moins d'énergie locale, fossile, etc. Donc là aussi, il y a toute une réflexion sur les réseaux de distribution, sur tout ce que vous pouvez rêver, qui sont complexes. Concernant la taille, enfin le volume pour ITER, le volume pour le plasma est de 800 mètres cubes, vous avez dit. Oui, vous avez, alors, ça veut dire que la taille critique dans le projet, dans le cahier des charges, quand il a été écrit, a été définie comme étant 800 mètres cubes, étant le bon volume. Oui, oui. Donc, première question, combien de temps il a fallu, à quel moment vous avez figé ce volume pour arriver au moment où vous êtes aujourd'hui? On a figé ce volume, à peu près dans les années 90. 90, ça fait 20, ça fait donc 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans quasiment. Quoi. ITER a été mis sur le devant de la scène internationale en 85, quand Reagan et Gorbatchev se sont rencontrés et ont décidé de briser la guerre froide. Ils avaient besoin d'un emblème de réconciliation, et c'est ITER qui était dans les cartons. Il y avait des idées. Il était loin d'être finalisé, mais c'était le départ. Donc on a lancé cette idée comme au départ c'était une collaboration, si je ne me dis pas de bêtises, européenne, russe et américaine, et puis les autres sont venus se greffer progressivement. Et le dessin un peu plus détaillé a pris une petite dizaine d'années, jusque dans le milieu des années 90, on a dit bon ben maintenant on le construit. Et alors après, les politiques ont commencé à dire ah oui, mais c'est cher votre truc, etc. Et là, on a mis presque une dizaine d'années simplement de négociations politiques pour arriver à accoucher d'un site et d'un schéma de fabrication. Donc, 30 ans entre le moment où vous avez défini ce volume et le moment où aujourd'hui vous le construisez. Donc la question, c'est, vous nous avez dit qu'aujourd'hui, la taille critique, vous avez parlé de 1000 mètres cubes. Donc si vous aviez à réécrire aujourd'hui la situation de la recherche aujourd'hui, il faudrait plus de 800 mètres cubes. Est-ce que vous pensez non, que non, ça peut quand je dis 800 pas, et 1000 mètres cubes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le fameux grand Q, le facteur d'amplification, en fait, il va dépendre de la taille très exponentiellement. C'est-à-dire qu'au début, dans une machine comme Thor Supra 30 mètres cubes, je dois avoir un Q de 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Et puis, quand la taille augmente, d'un seul coup, on va passer à un seuil, et donc ça va passer Q égale 1, puis Q égale 10. Et ITER Q égale 10, 800 mètres cubes, à peu près de plasma, c'est-à-dire à peu près 1000 mètres cubes de machine, de volume utile, volume magnétique. Une machine comme démo qui va passer de Q égale 10 à Q égale 30, il y aura peut-être 10% de plus de volume. Hein, ça passe très vite après ça. Y compris, on peut imaginer aller vers l'ignition, c'est-à-dire vers un système où on arrête tous les systèmes de chauffage et ça s'entretient tout seul. Personne n'y croit parce qu'à partir de là, comme on doit justement contrôler les courants, les formes, etc., il y a forcément de l'énergie à dépenser. Mais on peut probablement aller vers des facteurs d'amplification assez importants. Là, ça devient économique. Le problème, en fait, il est dans l'autre sens. C'est connaissant le prix de l'électricité dans 2050 ou en 2060, quel doit être le facteur d'amplification qui fait que ma machine sera rentable. Voilà. Le problème se pose dans l'autre sens. La réponse, c'est à peu près des mots, c'est des machines d'à peu près 1200, 1300 mètres cubes. Mais on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. C'est fini. On n'a plus un facteur 10 à récupérer. On a peut-être 10 à 20% maintenant. Attendez, il y a un monsieur là-bas derrière, et puis je reviens vers vous après. Bonjour. Si je l'ai compris, du coup, sur ITER, il n'y a pas de générateur pour produire de l'énergie, il ne fait qu'en consommer. Oui. Non, il va en fabriquer 10 fois plus qu'il en consomme. Mais on ne va pas la récupérer. On va chauffer de l'eau et on ne va rien faire que de refroidir l'eau derrière. On ne va pas fabriquer un générateur de vapeur. On ne va pas utiliser cette eau chaude pour faire un générateur de vapeur, etc. D'accord. Okay. Il ne sera pas couplé au réseau. On va pas, mais ce sera la première machine de fusion qui fabriquera 10 fois plus d'énergie qu'elle en consomme. D'accord. Et du coup, je me disais, le réacteur final, quelle production d'énergie il pourrait avoir comparé à un réacteur de fission nucléaire, et surtout combien ça coûterait à produire de manière... Bien sûr. Alors, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure au monsieur, on sera à peu près donc, sur une machine un peu plus grosse, sur laquelle on envisage un grand Q d'entre 30 et 50. Ça veut dire des machines qui seront aux alentours de 2 gigawatts électriques. Voilà. Donc, en gros, 4 tranches nucléaires actuelles, ou une centrale nucléaire avec ces 4 tranches actuelles, ce sera à peu près ça, une unité de production fusion.
Le prix, je ne peux pas vous le dire parce qu'on en est au prototype aujourd'hui. On n'est pas du tout sur des prix de série, mais on sera dans ces prix-là. En gros, ce qui coûte cher pratiquement, c'est le volume magnétique. Hein. Le prix de l'objet lui-même technologique, c'est le prix de son volume magnétique. Plus il est gros, plus il est cher. Je vous ai dit qu'on ne va pas aller beaucoup plus gros en volume, donc il sera à peu près de ce même prix. Par contre, vous avez tous compris depuis un moment qu'on parle du nucléaire qu'il y a tout autour des choses qui sont très chères, qui sont l'environnement nucléaire autour de l'installation elle-même. Aujourd'hui, vous avez vu Flamanville qui a en gros doublé, triplé de son prix, et c'est pas parce qu'il est plus cher à construire, c'est parce qu'autour, la sûreté nucléaire, la redondance, les sécurités, etc., le béton, tout ce que vous pouvez rêver, les prix montent énormément. Ce sont des prix qui sont générés par le besoin de sûreté, par l'envie de sûreté. Donc là aussi, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, dans la communauté, trouvent que les gens, que la communauté que moi je représente ne sont pas très malins, parce qu'on peut faire beaucoup plus, on peut faire plus petit, on peut faire plus intelligent. En pratique, ces gens-là font une règle de 3 juste sur la taille de la machine et pas sur la taille de l'installation. Et quand vous mettez la taille de l'installation, vous ne gagnez pas tant que ça, en fait. D'accord. Merci. Y compris, il y a des gens qui pensent qu'on va faire plus petit et qu'on va mettre ça sur l'arrière d'un camion. Je leur souhaite du plaisir, ou alors le camion, il va être quand même un mouse costaud. Il n'y a pas des problèmes de turbulence du plasma? Si. Alors, j'ai pas pu rentrer dans la physique de la chose, mais vous les avez entreaperçus ici. Si je peux remonter sans perdre trop de temps. Voilà, vous pouvez les apercevoir ici, par exemple. C'est un milieu magnétique. Vous avez des surfaces magnétiques emboîtées les unes dans les autres qui piègent les particules et les empêchent de passer du cœur qui est très chaud vers le bord. D'accord ? C'est exactement le même. C'est très très chaud au bord, c'est pas chaud. C'est très très chaud au centre, c'est pas chaud au bord. C'est le problème de la casserole ou peu s'en faut parce que là il y a des champs magnétiques, etc. Donc en fait, vous avez des gros gradients de température. Ces gros gradients de température vont générer une turbulence. Et en fait, le transport de la chaleur, le temps de confinement, le temps que la chaleur qui est à l'intérieur met pour sortir, est en fait géré par la turbulence elle-même. On a cru au début que ça n'était géré que par les collisions entre particules, que le milieu était tranquille et qu'il y avait juste des transports collisionnels. Si ça avait été le cas, ça ferait très longtemps qu'on aurait des réacteurs à fusion et eux seraient très petits. Mais en fait, il y a une turbulence. Cette turbulence, elle est magnéto-hydrodynamique parce qu'il y a un énorme champ magnétique dans l'histoire. Il y a plusieurs fluides. Le plasma, c'est un fluide d'électrons et un fluide d'ions qui sont découplés l'un de l'autre. Et vous avez toute une foultitude de turbulences qui se développent. Et les plus gros, la physique la plus difficile à faire, c'est celle-là, c'est la physique de la prédiction premier principe. On part des équations de Maxwell. Vous êtes en 6 dimensions, les 3 dimensions spatiales et 3 dimensions de vitesse. Vous êtes dans un volume de 1000 m3, avec autant de particules que vous pouvez rêver, et on y va. Et aujourd'hui, la fusion est un des plus gros consommateurs de calcul de haute performance. Pour arriver à simuler. Aujourd'hui, on sait simuler sur les tirs 0 les 5-6 plus grosses machines du monde. On sait simuler une demi-seconde d'un morceau d'ITER. Il y a une grosse puissance de calcul, alors. Hein? Il faut une grosse puissance de voilà. calcul. Alors, on n'en est pas. Donc, la modélisation, la simulation des plasmas, elle se fait de 2 façons différentes. Elle se fait par le premier principe, pour la compréhension de fond, quels sont les mécanismes qui gèrent. Et puis, elle se fait sur ce qu'on appelle une modélisation intégrée, qui est reprendre des modèles simplifiés de chacun des éléments, du transport, de la chaleur, des chauffages, de l'interaction avec le bord, etc. Mettre tout ça dedans sur des codes qui sont chaînés les uns avec les autres et faire ce qu'on appelle des scénarios avec des codes plus simples. Mais on sait faire aujourd'hui ces scénarios dans une architecture de code qui est tellement modulaire que chaque fois que je sais un peu mieux faire un morceau, je peux enlever le précédent et mettre celui-là. Et chaque fois que mon ordinateur est un peu plus puissant, je peux payer le luxe de faire un peu moins d'approximation. Voilà. Mais la modélisation intégrée, c'est une cinquantaine de descriptions physiques qui se répondent les unes sur les autres, sur essentiellement un moteur qui est le déroulement du temps, qui est un gros module de diffusion de la chaleur, des particules, du courant, de la vitesse, etc. Donc c'est des équations de diffusion multidimensionnelles qui propagent le temps et sur lequel vous mettez tous les ingrédients de turbulence, de chauffage, de conditions de bord, etc. Il me semble que c'est Cédric Villani qui fait des calculs. Cédric Villani a fait pas mal de choses sur la turbulence et sur l'effet Landau, oui. Mais lui, il se place à un niveau, on va dire, beaucoup plus conceptuel. Mais nous, on fait tourner les gros ordinateurs, c'est clair. Alors, monsieur veut reposer une question. Allez-y.
C'est pas contingenté, rassurez-moi. Je ne veux pas monopoliser la parole, je voulais juste en 2 mots que vous nous disiez si l'autre voie de confinement que vous avez évoquée est encore active ou pas. Alors la voie de fusion inertielle, elle est complètement active. La France héberge le fameux laser Mégajoule à Bordeaux, qui est l'installation de la direction des applications militaires du CEA pour faire les expériences de simulation et maintenir notre capacité à la dissuasion sans faire d'essais, sans faire de tests. Donc la course, les États-Unis ont une machine équivalente, même un peu plus puissante. Le Japon est aussi dans la course. Ce qui est difficile pour la fusion inertielle, c'est de passer de ce stade-là à un stade de faisabilité d'une source d'énergie avec ça. Parce qu'en fait, ce que vous essayez de faire, c'est des micro-explosions nucléaires dans une enceinte. Alors cette fois-ci, l'enceinte, c'est une boule. Et de récupérer cette énergie périodiquement, et puis voilà, alors déjà de régénérer le tritium, etc. Donc vous essayez de faire une micro-explosion nucléaire 10 fois par seconde, parce que c'est ça qu'il faudrait obtenir, c'est à peu près 10 fois par seconde, sachant que cette explosion nucléaire, elle est faite essentiellement par une convergence de faisceaux laser. Vous mettez, je crois que sur le laser Mégajoule, il y aura à terme 196 lasers qui viennent tirer sur une microbille qui doit faire 1 millimètre de diamètre. Cette microbille étant placée au centre de 196 lasers, vous imaginez la précision, la chambre du laser Mégajoule, elle est à peu près grande comme ça, et au centre, il y a une petite bille d'un millimètre qui reçoit ces faisceaux. Et 10 fois par seconde, il faut que l'explosion se passe, que quelqu'un amène la bille suivante, se barre en courant et tire. D'accord ? Donc je vous laisse imaginer la difficulté de la maîtrise de la chose. Ils en sont, si vous voulez, aussi je ne peux pas remonter, mais ils en sont à TRL 1 ou 2, vraiment très bas. Alors il y a des choses qui sont prometteurs. On sait faire les lasers, on sait faire l'alignement. Le rendement est terrible, parce que l'énergie qu'il faut injecter, donc il faut là aussi les calculs de rendement. Mais ce n'est pas une voie qui est absurde. Mais là aussi, il faut que soit la communauté internationale décide de se lancer dans, on va dire, dans le tort supra de cette chose-là, avant d'aller même dans le ITER ou le JET. Ils en sont encore à des TRL qui sont très en dessous. Donc, on claironne, on ne fait pas les malins, on est simplement plus avancé parce qu'on a bénéficié de plus de concentration de moyens. Voilà, c'est tout. Et puis le fait que c'était quand même essentiellement des recherches qui sont hyper classifiées. Donc c'est des choses qui avancent moins vite qu'une recherche ouverte, ça c'est clair. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y aurait au moins 50 questions qui viennent. Mais alors la première qui me vient comme ça, on parlait au départ de la nécessité, moi c'est le côté concret de la chose, d'avoir, alors je ne sais pas sous quelle forme, du lithium au bord enfin à l'intérieur. On appelle la couverture. La couverture. Ce lithium, il est donc pas sous forme de plasma. Il est donc, je ne sais pas, sous forme d'une répartition de matière quelque part, et il est soumis forcément, enfin, même si c'est pas 150 millions de degrés parce qu'il est pas, il est en dehors de. Comment il se comporte, quoi. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Ça va se passer, voilà, ici par exemple. Effectivement, ces modules-là, qu'on appelle la couverture, sont pas dans ITER. Dans ITER, il y en a quelques-uns tests, mais dans un réacteur, tout le réacteur sera tapissé, à part le divertor, sera tapissé d'un système qui est enrichi, qui va fabriquer le tritium. On appelle les couvertures tritigènes. Ces couvertures, c'est un milieu qui est enrichi en lithium. Et alors, tu vois qu'il faut à la fois amener du lithium. Donc en général, c'est soit des composés, par exemple des composés lithium-plomb qui font un liquide qui va couler dans des petits canaux, etc., et qui va venir tapisser toute la couverture. Donc il faut à la fois amener le lithium, et une fois que le tritium a été créé par le neutron qui est arrivé, il faut récupérer le tritium. Donc il faut distiller ce milieu pour récupérer le tritium et puis le réinjecter dans la décharge. Voilà. Et il faut en particulier, le défi, c'est d'arriver à faire des couvertures qui ont, alors on rentre dans les détails, là, un tritium breeding ratio, donc un ratio de création de tritium d'à peu près 1,3 tritium par neutron. Donc il faut qu'en plus le neutron, quand il rentre dans cette couverture, il fasse en cascade plusieurs réactions, de façon à ce que le système s'équilibre. Parce que si
un seul neutron, si un neutron ne fait qu'un tritium, on va en perdre dans le processus et à la fin, ça s'éteint. Donc il faut qu'on en fabrique un tout petit peu plus qu'on en a besoin pour arriver à... Voilà. Donc ça, c'est toute une recherche. ITER, ça fait partie du programme ITER. Donc, ITER va tester plusieurs solutions. Aujourd'hui, sur les 7 partenaires, je crois que 4 ou 5 ont des solutions qu'ils développent, qu'ils vont apponter, qu'ils vont tester, qu'ils vont vérifier, etc. et qu'on va qualifier pour que le réacteur, pour que Demo, en gros, ait une couverture. Au passage, pour ceux que ça intéresse, vous voyez que là, c'est quasiment à cet endroit-là qu'il y a une brisure de symétrie ou d'harmonie entre tous les partenaires. Et il y a une chose qui est très précise, les modules tritigènes, les modules de création de tritium ne sont pas partie du projet ITER, ils sont propriétaires des partenaires. Ils ne sont pas partagés. Et donc c'est l'endroit où éventuellement on pourra commencer à créer des filières, parce que les équations de Maxwell, ça ne se brevette pas, mais un module tritigène, une couverture tritigène, ça se brevette. Voilà. J'imagine aussi le système de tungstène, parce que ça aussi, c'est une... Oui, mais si tu veux, il y a vraiment une partie du secret de fabrication, c'est ce qu'on appelle la fermeture du cycle du combustible. Donc c'est la fabrication du tritium. Et là, je peux te dire que là, la collaboration est beaucoup moins facile. Alors peut-être encore une ou deux questions. Ouais. Tenez. Du coup, vu qu'on parlait de tritium, comment il va être récupéré? Parce que du coup, il va dans le divertor. Et après, du coup, on est censé l'ouvrir pour le récupérer, l'injecter de nouveau dedans. Non, alors plus précisément, il y a du deutérium et du tritium à l'intérieur de la décharge. Tout ça se réactionne et réactionne pas forcément un pour un. C'est-à-dire que le plasma finit dans le divertor et le divertor écope le plasma, quoi qu'il y ait, de l'hélium, du deutérium, du tritium. Donc il y a un cycle. On va injecter essentiellement par des buses à l'extérieur. Il va partiellement se brûler, terminer dans le divertor, être évacué et repurifié. Voilà. Ça, c'est le cycle normal. Et entre-temps, donc les couvertures, elles sont fermées, elles ne finissent pas, elles, dans le divertor. Les couvertures, ce sont des objets qui sont à l'extérieur, quelque part, et qui, à chaque fois, elles, ont une entrée et une sortie, une entrée de lithium, on va dire, une sortie de tritium. Et puis, on va venir réenrichir, avec la sortie de tritium, les buses qui vont réinjecter du tritium. Et du coup, ça ne pose pas de problème, justement, d'avoir des ouvertures comme ça et des injecteurs. Enfin, je veux dire, les particules qui sont comprimées par l'électroaimant, j'imagine qu'elles elles ne peuvent pas du tout s'engouffrer dans ces ouvertures. Non. Alors, l'astuce, c'est qu'on a confiné. Donc, dès que les particules sont ionisées, dès que les atomes ont perdu un ou tous leurs électrons, ils deviennent piégés dans le champ magnétique. D'accord. Donc, ils ne peuvent plus sortir, en gros. Ils sont extrêmement freinés pour sortir comme pour entrer, au passage. Alors, là, vous me forcez à rentrer dans certains détails. La façon d'injecter la matière, elle n'est pas si simple, en fait. Je vous ai dit qu'on fait des petites buses et qu'on injecte la matière, en gros, en soufflant du gaz. Ça marche, mais en fait, le gaz, comme le milieu est très très chaud, le gaz s'ionise très vite ici et reste au bord, en fait. Il ne peut plus rentrer. Donc l'astuce qu'on utilise, ça, je ne vous ai pas montré ça, c'est ce qu'on appelle des injecteurs de glaçons. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la glace de deutérium ou de la glace de tritium. Ça se passe à pratiquement au zéro absolu. L'hydrogène devient solide, et on va, à la sarbacane, tirer de l'hydrogène, et par inertie, il va rentrer dans la décharge et aller s'ioniser beaucoup plus loin, alimenter beaucoup mieux le plasma. Voilà, donc ça, on sait faire. La machine Thor Supra a démontré qu'on sait faire ça 10 fois par seconde pendant 1000 secondes, sans problème, avec un taux de réussite de 99 et quelques %. On fabrique un spaghetti d'hydrogène solide, et puis on le coupe, et puis on l'envoie dans les sarbacanes, ça marche très bien. C'est hallucinant. J'ai plein de choses que je vous ai cachées encore, comme ça. Bien, écoutez, merci pour toutes ces explications. Je reste un petit peu après si vous voulez me reposer des questions. Oui, on peut continuer encore un petit peu. Donc, je vous remercie. Donc, nous allons clore la soirée. Et bonne soirée à tous. Merci infiniment de votre attention.